Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'EPSA, dans la bibliothèque, où on accueille Brian Becafico, plus connu sous le nom de Artemore sur les médias sociaux, notamment Twitter, Discord, etc. On les nommera tout à l'heure. Et expert en art contemporain et Web3. J'englobe là les NFT, quantité de choses que nous allons évoquer. Alors, je voudrais une première question par rapport au marché de l'art. Je mets des gros guillemets, traditionnel, comme on le nomme souvent par opposition au Web3. On parle souvent du premier et surtout du second marché, donc plutôt des galeries et des salles des ventes, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de fusion de ces deux mondes et que les lignes de démarcation sont beaucoup plus floues qu'elles ne l'étaient, non? Alors oui, c'est marrant que tu dises traditionnel, plus même le nom, on a cherché un peu dans l'espace à savoir qu'est-ce qu'on donnait comme nom à ce monde de l'art du sérail, entre guillemets. Certains disaient classique, mais les gens, j'ai l'impression, se sont un peu accordés sur ce terme traditionnel qui en dit peut-être un peu long sur certaines pratiques. Et autant on aime bien, c'est sûr, mettre les choses dans des boîtes séparées, dire qu'on fait des ponts, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enchevêtrements sur toutes les notions, même celles du premier et du second marché. C'est le cas, tu as raison, avec les maisons de vente qui aujourd'hui font aussi des ventes de premier marché. Notamment en NFT, c'est une très grosse diagonale qui est assez rare finalement dans les maisons de vente, et c'était un peu le sujet de mon travail chez Sotheby's. J'avais développé un peu toutes ces stratégies de premier marché, parce que les maisons de vente ont une image différente dans le monde NFT que dans le monde traditionnel. Et c'est vrai que les galeries aussi, on a des galeries de second marché, donc tout le monde se marche un peu sur les plates-bandes des autres. Je pense que ça c'est une fonctionnalité commerciale au final, on présente ce qui peut se vendre, et si c'est travailler directement les artistes vivants premier marché, so be it. Et si c'est travailler avec des œuvres qui sont déjà à côté d'artistes décédés ou non, qui ont une cote sur le marché en second marché, ça les intéresse également. Donc je pense que c'est des objectifs commerciaux finalement, mais c'est vrai que cette frontière du premier et du second marché se trouble de plus en plus, et le monde des NFT, ou en tout cas le marché de l'art du Web3, en est peut-être un exemple qui pousse cette notion-là au paroxysme. Oui, puisque là, en effet, il y a du premier et du second, évidemment. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs pour les artistes, on y reviendra. Alors, avant d'attaquer la blockchain, j'ai encore une petite question avant blockchain. C'est sur une première génération de sites, marketplace, plateformes qui ont émergé, je pense, dans les années 2000, avec en proximité du Web 2. On parlera tout à l'heure du Web 3. Alors, je pense à ArtPrice pour les prix des œuvres. Je pense à Artsy, mais je sais qu'il y en a d'autres. Ça, c'est intéressant parce que les galeries, au début, se sont un peu méfiées de ces marketplaces. Puis finalement, les galeries y ont quand même été. Et aujourd'hui, on va dire qu'elles y sont relativement partie prenante sur ces marketplaces. Il y a des marketplaces qui sont spécialisés dans le fait d'indexer des galeries comme Artspare, mais c'est vrai que la plupart des marketplaces, dites, on va dire des entreprises de la transformation digitale du marché de l'art, sont focalisés en tout cas sur de la vente directe entre artistes et collectionneurs, en essayant d'ubériser le marché en se passant d'intermédiaires, donc de galeristes ou de vendeurs ou autres agents, advisors, etc. Il y a des modèles qui diffèrent. Par exemple, Katawiki a quand même des experts qui viennent attester certaines choses avec des intermédiaires. Mais voilà, c'est un exemple peut-être de la transformation digitale dans le marché de l'art, et qui montre que les quelques entreprises, en tout cas, qui adoptent la transformation digitale du marché de l'art, sont des entreprises qui arrivent très rapidement à avoir une position dominante sur leur marché, ou du moins sur leur niche. Et il y a, en tout cas, à ma connaissance, les plus grosses levées de fonds sur des entreprises du marché de l'art de ces dernières années concernent des entreprises qui ont cette approche de la transformation digitale. Il y a Convelio, il y a Singular, etc., qui ont chacune levé en plusieurs millions, je crois, entre 5 et 10 millions, ce qui est quand même relativement rare dans le marché dans lequel on est. Les accès au financement ne sont pas forcément évidents. Mais ouais, en tout cas, ça montre peut-être la tendance générale du marché, qui est peut-être liée à des enjeux générationnels, où aujourd'hui la vente en ligne est de plus en plus importante. Il y a des rapports Hiscox, par exemple, qui traitent de ça très bien, Deloitte aussi un petit peu dans certaines de leurs sections de leur rapport art et finance. Mais en tout cas, c'est une tendance qui, moi, je pense, va chercher à se confirmer, et qui, encore une fois, dans le marché Web3, celui dont on va aborder, est là poussé à son paroxysme, et peut-être nous indique qu'est-ce qui pourrait se passer dans le marché de l'art dans les 5 à 10 prochaines années qui arrivent, puisqu'on a un petit peu, j'ai envie de dire, un temps d'avance, en tout cas au niveau des générations de collectionneurs, sur le marché dans lequel j'opère, moi. Alors, avant même le bull run, terme sur lequel on reviendra, des NFT, il y a déjà une première tentative de mettre, je pense que c'est toi qui utilises le terme un peu de la blockchain dans l'art plutôt que l'inverse, on y reviendra tout à l'heure, avec l'idée de créer de la rareté, de gérer l'authentification. Et ça, avant le boom des NFT, je dirais plutôt à partir des années 2010. Mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment pris, cette histoire.
Ouais, tu mets la date très, très tôt, puisque Bitcoin c'est 2008, donc la blockchain dans l'art, je la placerai plus aux alentours de 2015-2016. Ouais. C'est le moment où on a commencé à voir, si tu regardes encore le rapport Deloitte à Finance, tu as une section blockchain, je crois, depuis 2017, et qui parle de ça. Le changement de paradigme qui est arrivé, en fait, c'était que pendant ces années 2017, il y a eu ce qu'on appelle le bull run des ICO, c'est-à-dire des entreprises qui faisaient ce qu'on appelait des initial coin offerings, c'est-à-dire des levées de fonds en crypto, en échange non pas de parts de capital, mais de tokens, en fait. C'est un moyen de lever des fonds sous une forme de crowdfunding décentralisé. Et tu as eu pas mal d'entreprises qui ont cherché à donc appliquer les solutions blockchain dans l'art, puisqu'il y avait des problèmes pratiques de traçabilité de provenance, d'authentification que tu as mentionné, qui semblaient être résolus par les fondamentaux de la blockchain et la technologie en elle-même. Ces entreprises-là ont levé beaucoup de fonds pour développer des produits blockchain dans l'art et essayer de convaincre les gens du monde de l'art d'adopter la blockchain. Autant dire que ça n'a pas tout à fait pris, puisque la plupart des entreprises qui se sont créées à ce moment-là, on peut citer Codex Protocol, Maasenas, Verisart, il y en a certaines qui sont encore là, mais la plupart ont disparu. Et le changement qui a eu de paradigme vraiment, j'ai envie de dire, au tournant des années 2019-2020, c'est qu'au lieu d'essayer de convaincre les gens du monde de l'art d'adopter la blockchain, on a essayé de convaincre les gens du monde de la blockchain d'adopter l'art. Et ça s'est prouvé plus efficace, puisque les gens qui sont les plus à même de vouloir appliquer les systèmes blockchain sont ceux qui sont impliqués déjà dans le développement, la diffusion de ces technologies-là, là où les gens du monde de l'art ont des pratiques qui sont déjà fonctionnelles, donc qui n'ont pas forcément de solution. Ça a apporté une surcouche technologique intéressante, mais pourquoi changer une recette qui marche, entre guillemets, c'est un peu, je pense, le problème de l'adoption qu'il y a eu à ce niveau-là. Et ce tremplin, il a été notamment motivé par l'art digital, puisque quand on parlait de blockchain dans l'art, on parlait surtout de choses pour l'art physique, la traçabilité des œuvres physiques sur la blockchain, ce qui a aussi son lot de problèmes et de problématiques avec le problème de l'oracle, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ce qui a changé, c'est grâce à l'art digital, le fait que la blockchain, c'est une solution digitale et donc que l'art digital s'applique peut-être mieux à la solution blockchain que l'art physique, poussé par des gens qui étaient issus de cet écosystème et qui, par la même occasion, ont découvert peut-être une passion pour l'art, une passion pour la collection, et ce qui a créé, en tout cas à ma connaissance, une vague de collectionneurs sans précédent qui soudainement découvrent un intérêt pour l'art et surtout pour une niche spécifique du monde de l'art qui est l'art digital, avec quelques médiums qui sont peut-être un peu plus mis en avant comme l'art génératif, l'IA, le crypto-art, etc.